Smart Invest vous est présenté par eToro, la force du trading social. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 5e numéro de Smart Invest. Smart Invest, l'émission qui vous accompagne dans vos premiers pas sur les marchés financiers. Émission qui est doublée d'un programme d'apprentissage où 4 participants mettent en pratique les éléments que nous évoquons dans nos émissions. Et au programme de cette émission, justement, nous ferons tout d'abord le point avec Antoine Fraisse-Soulier, analyste de marché chez eToro, sur l'évolution des portefeuilles des 4 participants donc, au programme d'apprentissage qui a lieu en parallèle de cette émission. On le disait, quels ont été leurs choix? Ont-ils été surpris comme nous l'avions noté le mois dernier? Ou y a-t-il eu des questionnements particuliers? Nous verrons cela dans un instant. Et nous enchaînerons avec le retour d'expérience de Mathieu Stéphanie qui sera avec nous en duplex pour nous donner ses impressions suite aux investissements qu'il a réalisés depuis le mois de septembre. Nous aurons ensuite le plaisir d'être rejoints par Régis Yankovici, fondateur de Luxavie, avec qui nous évoquerons les différents types d'ordres que l'on peut passer en bourse et sur la manière de les utiliser dans sa stratégie, ce qui nous amènera tout naturellement à évoquer le rôle du carnet d'ordre dans l'échange de titres sur les marchés financiers. Et enfin, nous finirons cette émission avec Tendance et Figure, notre rendez-vous analyse technique où David Furcage, dirigeant de Highwave Capital, nous rejoindra pour détailler en plateau les figures de retournement en analyse graphique. On se retrouve tout de suite. Et nous commençons donc avec Smart Invest ou avec Antoine Fraisse-Soulier, analyste de marché chez eToro. Nous allons revenir sur le dernier mois, mais peut-être aussi sur les 4 premiers mois de ce programme d'apprentissage. Bonjour Antoine Fraisse-Soulier. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Invest. 4 participants dans ce programme d'apprentissage. Mathieu Ilouz, Mathieu Stéphanie, Flavie Voyer ou encore Marie-France Pedroni. Et donc 4 portefeuilles à suivre mois après mois qui témoignent d'un apprentissage parfois ou de sélection d'un certain nombre de titres. Qu'est-ce qu'on constate sur le dernier mois ? Alors, faut savoir que le mois de décembre a été un mauvais mois sur les marchés. On a eu une baisse entre 5 et 8% sur les marchés financiers. Donc, les portefeuilles des candidats ont baissé. Mais deux participants restent avec une performance positive. D'accord. C'est d'abord Marie-France Pedroni, qui était déjà en tête le mois dernier, qui reste toujours en tête, qui n'a pas fait beaucoup d'arbitrage, mais qui reste très diversifié. Actions, matières premières, mais également devises et indices. Donc elle reste diversifiée, ce qui lui permet d'avoir une performance de plus de 3% depuis le début du programme. Ensuite, on va trouver Mathieu Ilouz. Alors Mathieu Ilouz, lui, a une stratégie que sur les ETF. D'accord. Donc, cette stratégie lui a permis de dégager une performance positive. Lui a décidé de ne rien faire. C'est-à-dire, parfois aussi, une bonne stratégie, c'est de ne rien faire. Ne rien faire, c'est déjà faire un choix, en tout cas. Voilà, exactement. Ouais. Et là, ça bien lui en a pris, puisque les marchés ont baissé en décembre. Donc, son portefeuille a été très légèrement impacté, mais il reste positif. Ensuite, Flavie Voyer, elle, a malheureusement baissé sa performance. Elle est négative, elle est à moins 8%, car elle a une forte pondération sur Tesla. Bien sûr, elle nous l'avait expliqué en plateau. Oui. Voilà, et Tesla a connu un mois de décembre catastrophique, puisque le titre a baissé de quasiment 50% sur le mois. Donc son portefeuille a été impacté. Et puis Mathieu Stéphanie, qui lui aussi a une pondération sur Tesla, qui est aussi exposé sur les crypto-monnaies. Donc ça, c'est plutôt la mauvaise partie. Ensuite, il fait du copy trading, et c'est le seul à faire du copy trading. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose, parce que ça lui rapporte 5% sur son portefeuille. Finalement, si je comprends bien ce que vous nous dites sur ces 4 premiers mois et surtout sur ce dernier mois de l'année qui a pu être un peu compliqué sur les marchés financiers, c'est la diversification de Marie-France Pedroni qui a payé, entre guillemets, c'est ce qu'on dit très souvent de manière théorique, et là, le portefeuille le plus diversifié, c'est celui qui résiste le mieux. Oui, effectivement. Il y a eu 2 très bons choix de la part de Marie-France. C'est que tout d'abord, elle a investi sur l'or au moment où c'était quasiment le plus bas, et l'or a connu donc une très belle performance sur les 3 derniers mois de l'année. Et puis elle investit aussi sur l'indice S&P 500, donc l'indice
c'est comme le CAC 40 aux États-Unis, et au plus bas. Donc après, bon sens du timing ou un peu de réussite, mais toujours est-il qu'elle investit fin septembre, et ça a été le point bas annuel sur le S&P. Par conséquent, elle a une belle performance là-dessus, mais aussi elle investit sur des actions qui sont plutôt mitigées, mais qui restent, qui lui permettent aussi de dégager une performance positive. Donc c'est effectivement la diversification, c'était une bonne option. Je voudrais revenir très rapidement, Antoine Fraissoulier, sur ce que vous disiez. Donc ne rien faire, c'est déjà effectivement faire quelque chose. Ça veut dire qu'effectivement, quand on gère un portefeuille, on n'est pas obligé d'investir systématiquement. Il y a des moments où il faut savoir rester hors des marchés. Ah oui, bien sûr. C'est vraiment une des clés. Il ne faut pas investir, on va appeler ça l'overtrading. Il ne faut pas surinvestir, ou c'est surtout dans des marchés qui baissent. En fait, parfois, il faut laisser passer l'orage, attendre, faire le dos rond, et ensuite, quand il y a le bon timing et le bon point d'entrée, investir. Et c'est ce que souhaite faire Mathieu Ilouz, qui lui attend vraiment de meilleures nouvelles ou un éclaircissement au niveau macroéconomique pour investir. Merci beaucoup Antoine Fraissoulier. Je rappelle que vous êtes analyste de marché chez eToro. Merci beaucoup. Et nous enchaînons avec la deuxième partie de cette émission Team Invest. Nous avons le plaisir d'être à distance avec Mathieu Stéphanie, CEO de Alvo Markets et président de Cosa Vostra. Bonjour Mathieu Stéphanie. Bonjour, comment ça va ? Bien, et vous, merci beaucoup. Merci d'être avec nous à distance dans cette émission. Cela fait 4 mois à présent que vous tradez, que vous prenez des décisions sur votre portefeuille virtuel. Comment se sont passés ces 4 premiers mois, Mathieu ? Si j'étais assez défaitiste ou négatif, ce que je suis pas parce que je suis entrepreneur, donc j'essaie toujours de voir le verre à moitié plein, mais je pourrais quand même dire que c'est très mal passé. Mais j'ai surtout, je veux dire que on n'échoue pas, on apprend, comme dirait Nelson Mandela. Donc j'ai beaucoup appris ces derniers mois, énormément même, je pourrais le dire, sur les cryptos, sur les valeurs technologiques, sur les maisons de retraite. J'ai appris énormément. On va le voir comme ça. Parce qu'effectivement, quand on regarde votre portefeuille, on voit qu'il y a eu des choix qu'on pourrait qualifier d'ambitieux ou d'osés, notamment sur le titre Orpea. Alors un titre qui vous tient à cœur, en tout cas que vous avez gardé en portefeuille malgré les turbulences que le titre a pu connaître. Ah, j'ai fait même mieux que ça, ou pire, hein. J'ai réinvesti, et voilà. Je crois qu'il y a quand même eu finalement un petit rebond ces dernières semaines, ces derniers jours, mais en l'occurrence, en effet, je me disais à un moment, ça peut pas être pire que ça, quoi. Il y a quand même des fondamentaux, il y a quand même des personnes dans des maisons de retraite qui payent pour être chez Orpea. À un moment, ils vont redresser la barre, ils vont travailler tout ça. Donc, je croyais que fondamentalement, le business serait pas forcément mauvais. Et ben non, il n'a pas été bon, quoi. J'ai vraiment, alors là, Orpea, ça a été très, très dur, en effet. Alors, il y a eu Orpea, il y a eu Tesla également, où il y a eu de la surprise d'un certain nombre d'investisseurs, ou en tout cas un recul du titre en fin d'année dernière. Là aussi, c'était une position de conviction que vous avez. Vous avez été surpris vous-même par l'évolution du titre Tesla ? Alors oui, et en effet, je me disais en gros que même si le titre, je savais qu'il était monté très fort, très haut ces dernières années, qu'il y avait beaucoup de spéculation autour, je me disais qu'avec les évolutions du prix du carburant, l'avance qu'avait encore Tesla quand même sur la plupart de ses concurrents sur l'électrique, il allait y avoir des bonnes nouvelles, mais c'était sans compter sur les frasques d'Elon Musk, qui sont en partie responsables des mouvements. Voilà, et j'ai fait la même chose d'ailleurs. Je me suis du coup renforcé chez Tesla ces derniers jours, et hier ça a encore perdu 12%, je crois. Donc voilà, il faut juste s'accrocher. Je crois qu'on est dans une période où il faut prendre ça avec un peu de recul et se dire ok, à un moment ça finira par remonter. Y aller petit à petit et voilà, tenir ses positions. Sur Orpea, je serais moins serein, mais sur Tesla, je pense que c'est le cas. Voilà, il y a aussi un sujet d'horizon de placement quand on investit sur les marchés financiers. Un mot encore, quand on regarde votre portefeuille, on voit que vous avez également suivi les positions d'autres traders, donc sur la plateforme eToro. Vous avez fait du copy trading. C'était un moyen de diversifier le risque peut-être que vous preniez sur d'autres titres ? Tout à fait. En effet, alors j'ai fait du copy sur notamment 2 traders, Genemesis et Bruno B. Gomez.
Alors c'est intéressant parce que eux, ils sont plus au taquet, on va dire. Je suis allé chercher des traders qui étaient pas forcément hyper volatiles, hein, qui allaient pas chercher des positions complètement enflammées, on va dire. Et ça a été, je pense, un bon choix parce que dans les deux cas, j'ai pris 5% de croissance. Et après, je l'ai aussi copié le portfolio de Berkshire Hathaway, dont Warren Buffett. Ça aussi, c'était, je pense, quelque chose d'assez intéressant et de payant, avec des gens qui sont plus placés sur le long terme. Donc voilà, ça a été mieux que mes choix sur les cryptos. Ou à la limite aussi, j'ai fait un copie portfolio sur les renewable energy, qui celui-ci a pris moins 20% aussi sur la période, donc a été un moins bon choix également. Merci beaucoup Mathieu Stéphanie d'avoir été avec nous à distance. Je rappelle que vous êtes CEO de Alvo Markets et président de Cosa Vostra. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Markets Academy. Et nous enchaînons à présent avec Markets Academy. Nous allons tenter de comprendre ensemble comment on peut utiliser les différents types d'ordres qui existent en bourse dans sa stratégie d'investissement. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Invest Régis Yankovici. Bonjour Régis Yankovici. Bonjour, c'est un plaisir partagé. Bienvenue bienvenue sur le plateau de Smart Invest. Donc ça fait 30 ans vous que vous travaillez sur les marchés financiers. Vous êtes notamment le fondateur de Luxavi, qui est une plateforme d'assurance vie en ETF, des ETF qui sont cotés en bourse comme d'autres titres. Est-ce que la question des types d'ordre lorsque l'on veut travailler sa stratégie d'investissement, penser sa stratégie d'investissement vient vite, Régis Yankovici? C'est un sujet évidemment qu'il faut traiter, qui vient un peu à la fin de la définition de la stratégie pour savoir exactement comment on a construit l'allocation d'actifs, quel sous-jacent choisir et comment vais-je passer mon ordre. Bien sûr. Il n'y a pas forcément un ordre meilleur qu'un autre, mais il faut savoir ce qui est à notre disposition. Et on a une chance quand même assez sympathique en France, parce qu'on a une bourse qui s'appelle Euronext et qui propose un panel d'ordres, d'ailleurs qui ne sont pas proposés sur toutes les bourses. Hein. Si vous traitez sur les États-Unis, vous n'aurez pas le même choix que sur Euronext, qui n'est pas seulement la France. Et alors, c'est parce que c'est important pour ceux qui n'ont jamais investi sur les marchés financiers. Quand on passe un ordre en bourse, si on veut acheter une action par exemple, ça ne veut pas forcément dire qu'on va acheter l'action au moment auquel on a décidé d'acheter l'action. Ça existe, ça s'appelle l'ordre au marché, mais il y a plein d'autres types d'ordres qui existent. Quels sont les types d'ordres les plus emblématiques, Régis Yankovici? Alors, d'abord, peut-être bien comprendre ce qui est un marché et ce qui est un carnet d'ordre, parce que c'est important de comprendre, parce que ce n'est pas forcément au dernier cours coté que vous allez acheter votre titre. Le dernier cours coté, si la valeur n'est pas très liquide, il peut être 2 heures avant la passation de votre ordre. Et donc le carnet d'ordre, qui est vraiment le reflet de la rencontre des acheteurs potentiels et des vendeurs potentiels, qui va vous donner exactement votre cours d'exécution. D'accord. Donc le carnet d'ordre, qu'est-ce que c'est finalement? C'est une sorte de registre dans lequel on va trouver tous les ordres d'achat d'un côté et tous les ordres de vente de l'autre, c'est ça? Exactement. C'est-à-dire, c'est comme si Euronext disait « Venez acheteurs, venez vendeurs, vous vous mettez tous à la queue leu-leu. Vous allez vous classer par prix, c'est-à-dire que le meilleur acheteur, c'est celui qui va acheter le plus cher, et le meilleur vendeur, c'est celui qui va vendre le plus bas. S'il y a 2 prix identiques, il va lui demander qui est arrivé le premier. Il va mettre le premier arrivé. Donc c'est une question de prix et une question de temps. Et puis on voit qui se rencontrent, c'est-à-dire qui a le même prix, et dès lors qu'il y a un prix commun, il y a une cotation et il y a un last price comme il y a sur les outils. Donc le cours de l'action est fixé par la dernière transaction qu'il y a eu entre un acheteur et un vendeur. C'est ça, c'est important de le comprendre. Alors surtout pour nous qui sommes spécialistes des ETF, on peut très bien avoir des ETF qui soient très liquides, qui n'ont jamais traité de la journée et leur prix totalement, en tout cas, décalé par rapport au dernier cours. D'accord, donc là c'est pour le fonctionnement du carnet d'ordre, c'est comme ça que fonctionne le marché, marchés financiers. Voilà, mais pour répondre à votre question, donc sur la typologie d'ordre, en fait, il faut bien comprendre qu'on a plusieurs ordres donc à sa disposition, qu'il faut savoir exactement ce qu'on veut en faire. Est-ce qu'on veut acheter absolument ce qui se présente à nous, c'est-à-dire un ordre au mieux, et dans ces cas-là, on va acheter, on va entre guillemets vider le carnet d'ordre, en fonction des volumes bien évidemment. Donc là, ça veut dire j'achète à n'importe quel prix, c'est ça? Ou en tout cas au meilleur prix qui m'est proposé? J'achète à n'importe quel prix. D'accord.
Ça, c'est l'ordre au marché. Voilà. Mais il y a un autre type d'ordre qui est j'achète au meilleur prix et je fige ce meilleur prix. Ce qui est le cours, vous allez me... À cours limité peut-être ou Non, le cours limité, c'est vous déterminer ce prix. D'accord, oui. Donc on peut dire à quel montant on veut acheter une action. Exactement. Le cours limité, c'est on définit son prix, un prix qui va être... Alors, on ne va pas faire le cas de l'acheteur et du vendeur. Je pense que les téléspectateurs sauront inverser les termes. Mais prenons le cas de l'acheteur. Voilà, prenons le cas de l'acheteur. S'il achète à cours limite, c'est qu'il va se dire, voilà, j'ai un dernier cours où on me propose un certain prix à la vente. D'accord. Je vais me positionner un peu plus bas. Je vais être gourmand sur mon prix. Donc ça, c'est un cours limite. D'accord. Et ça veut dire que tant qu'il n'y a pas de vendeur qui propose ce prix-là, je n'achète pas. Et si un jour j'ai un vendeur qui propose ce prix-là, donc un petit peu en dessous du cours actuel, là pour le coup l'ordre est exécuté. Exactement. À la petite précision, il faut faire attention à ça, c'est que les ordres ont des dates, il y a des périodes, en quelque sorte, de dates de péremption. D'accord. Ouais. Par défaut, souvent sur les plateformes, c'est la valeur, c'est la date jour. C'est-à-dire que si votre cours est touché le lendemain, n'espérez pas être réalisé puisque votre ordre n'existe plus. D'accord. Donc il faut mettre une date limite plus éloignée si vous voulez acheter plus bas. Enfin, ça dépend de votre stratégie, en fait. Donc, c'est intéressant. Ça veut dire que quand on passe un ordre, il faut avoir en tête qu'il y a le prix, mais il y a aussi la durée de l'ordre qu'il faut avoir en tête. Donc, si je récapitule, on a parlé d'ordre au marché, on a parlé d'ordre à cours limité et ce qu'on pourrait appeler aussi l'ordre au meilleur prix. Alors, effectivement, ça dépend un petit peu des plateformes en plus ou des brokers qui le proposent. Là, pour le coup, qu'est-ce qui se passe concrètement sur ce type d'ordre ? Alors, ça veut dire que votre ordre va devenir un ordre limite, mais au prix du meilleur vendeur. D'accord. On est toujours acheteur. Au prix du meilleur vendeur, ça permet une chose, ça permet de limiter la descente dans le carnet d'ordre et de ne pas dégrader votre prix. Alors, très honnêtement, si vous travaillez sur des large caps, si vous travaillez sur des ETF, ça n'a pas un grand intérêt entre un ordre au mieux et un ordre avec cette limite de prix. Mais si vous travaillez sur des small caps, c'est fondamental de comprendre ça. Parce que en fait, le cours peut énormément varier, ou en tout cas, on peut avoir différentes propositions de prix par des vendeurs. C'est ça. Et puis avec des écarts importants, éventuellement. Bien sûr, parce que c'est ça qu'il faut comprendre. Si jamais je reprends l'exemple d'un ordre au marché, vous voulez acheter 10 titres, vous avez un vendeur A qui vous en propose 5 et un vendeur B qui vous en propose 5. Ça veut dire que vous pouvez vous retrouver, si vous avez demandé à acheter au marché, avec 2 prix d'achat très différents. Ah, c'est pas vous pouvez, vous allez. D'accord. Vous allez retrouver. Oui, c'est ça. Avec certitude. Et d'ailleurs, je suggère à nos téléspectateurs, lorsqu'ils passent leurs ordres, de vérifier le carnet d'ordre, de voir comment il vit en fonction de l'ordre qui est communiqué. Alors parfois, ça peut être un peu fondu dans la masse, là encore, sur des titres liquides, mais sur des titres un peu moins liquides, vous allez voir apparaître votre ordre. Alors, j'enchaîne avec... oui. Alors non, il y a un autre type d'ordre dont je veux parler parce qu'il est aussi intéressant, c'est les ordres à déclenchement. D'accord. Vous avez à seuil de déclenchement ou à plage de déclenchement, je prends 2 minutes. Bien sûr. Là, vous vous dites, c'est un peu l'inverse de l'ordre limite. Vous êtes acheteur, votre titre vaut 100, et vous vous dites, allez tiens, il y a une résistance chartiste. Si je la casse, ça ouvre un potentiel. Et si je la casse pas, je ne veux rien faire. Donc, par exemple, à 102, vous dites, je suis à 100, j'achète que si ça passe 102. D'accord. Donc ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant à l'inverse, pour un vendeur. Mais donc j'achète au marché à partir du moment où ça passe 102, ou j'achète à 102. Alors, c'est super important ce que vous dites. Oui. Non, j'achète à 102 et au-dessus. D'accord. Quand c'est à seuil de déclenchement. D'accord, je comprends. Et c'est potentiellement dangereux. En particulier, si vous êtes vendeur, vous voulez protéger des gains. Vous dites, voilà, le cours vaut 100, je l'ai acheté à 95. Si ça passe en dessous de 95, moi, je veux vendre. Je ne vais pas perdre de l'argent sur ce titre-là. Sauf que le titre ouvre le lendemain, vous êtes toute la séance entre 95 et 100, et puis le lendemain, vous ouvrez à 90. Vous vendez à 90, c'est un peu les boules. Donc, il y a une très bonne idée chez Euronext qui est de faire des plages de déclenchement, c'est-à-dire je vends à partir de 95, mais je ne vends plus en dessous de 93. D'accord, je comprends. Voilà. Donc on reste dans cette fourchette qu'on a définie à l'avance dans sa stratégie. Exactement. Et donc dans son anticipation d'évolution de cours du titre qu'on veut acheter ou vendre pour le coup. Exactement. Alors, un autre mécanisme qui n'est pas vraiment un type d'ordre, mais que je voulais évoquer également avec vous, c'est l'effet de levier. On en parle assez souvent, notamment parce que derrière, il y a des espérances de gains plus élevées, ce qui m'amène à rappeler, avant même qu'on définisse ce que c'est que généralement, il y a aussi
risques beaucoup plus élevés, Bien sûr. des risques de perte beaucoup plus élevés. Concrètement, comment ça fonctionne l'effet de levier, Régis Jancovici? Alors, on parle bien d'effet de levier à travers le SRD. Je suppose que c'est votre question. Exactement. C'est pas un effet de levier lorsqu'on va acheter un ETF à levier. Bien sûr. Oui, non, c'est à travers le SRD. C'est autre chose. En fait, la plateforme avec laquelle vous travaillez va vous proposer d'investir en fonction des capitaux que vous avez déposés avec un effet de levier. C'est-à-dire qu'en gros, c'est comme si vous prêtez de l'argent. Alors, si vous avez des liquidités, il peut vous prêter un certain montant. Si vous avez des actions, c'est un montant qui est plus réduit. D'accord. Parce que vous êtes plus en risque. Effectivement, si vous avez 10 000 euros, par exemple, même en cash, selon les plateformes, on va pouvoir vous prêter, je ne sais pas, 30 000 ou 50 000 euros. Vous investissez 50 000 euros. Mais après, il faut savoir ce que vous allez faire de ces 50 000 euros. Il faut que vous les investissez. Parce que si votre titre perd brutalement, je ne sais pas, 30% de 50 000 euros, ça fait 15 000, vous n'aviez que 10 000 au départ. Donc vous avez tout perdu. Donc vous avez plus que tout perdu. D'accord, oui. Alors normalement, la plateforme met en place des protections qui vont vous pousser pas qui vont vous pousser à vendre, qui vont vous couper automatiquement votre position de manière à ce que vous ne passiez pas en négatif. Et donc c'est important d'avoir en tête que effectivement on peut multiplier son espérance de gain puisqu'on aura investi plus. Bien sûr. Mais si jamais ça va à l'inverse de ce qu'on voulait faire, si jamais il y a des pertes, on sera le premier à accuser les pertes. Évidemment, il n'y a pas de potentiel de gain sans risque de perte et que, quel que soit l'investissement, avec ou sans levier, il faut toujours envisager le worst case, le cas le pire, qu'est-ce qui se passe si ça se passe mal. Donc, la protection qu'il faut faire, ne pas attendre que ce soit votre plateforme qui vous coupe votre position, mettez des stops hyper rigoureux ou même des fameux ordres à déclenchement dont on parlait tout à l'heure. Exactement. Merci beaucoup Régis Jancovici. Je rappelle que vous êtes le fondateur de Luxavie, donc une plateforme d'assurance vie en ETF. Merci de nous avoir expliqué comment fonctionnent les ordres de bourse. On rappelle évidemment qu'investir sur les marchés financiers présente des risques. Il paraît. Merci Régis Jancovici. On se retrouve tout de suite dans Tendance et Figure. Et on enchaîne à présent avec Tendance et Figure, le rendez-vous analyse technique de Smart Invest. Nous allons tenter de comprendre ensemble ce qu'est une figure de retournement. Et nous avons le plaisir pour cela d'accueillir sur le plateau de Smart Invest David Furcage. Bonjour David Furcage. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau. Vous êtes président de Highwave Capital. Première question, qu'est-ce qu'une figure de retournement ? Une figure de retournement, en réalité, c'est déjà un changement d'opinion. C'est-à-dire que dans un marché, il y a une opinion dominante à l'achat ou à la vente. Et une figure de retournement inverse cette tendance dominante. Donc, ce qu'il faut retenir déjà d'une figure de retournement, c'est l'existence préalable d'une tendance haussière ou baissière. Sinon, il ne peut pas y avoir de retournement. Et donc, une figure de retournement va forcément impliquer un changement de tendance à la hausse ou à la baisse. Tout à fait. Et alors, comment est-ce qu'on reconnaît une figure de retournement ? Est-ce qu'il y a des figures de retournement emblématiques qu'on est sûr de reconnaître à tous les coups ? Oui, le reconnaître, c'est vraiment la capacité que doit avoir soit l'analyste technique ou le trader technique, au même titre que les figures de continuation. Donc, c'est un exercice visuel peut-être à même de réaliser. Alors, parmi les figures de retournement emblématiques, il y a notamment, alors c'est toujours des noms poétiques en analyse technique, la figure tête-épaule. Qu'est-ce que c'est que cette figure tête-épaule ? Elle s'affiche en même temps. J'ai du mal à voir la tête et l'épaule, mais peut-être que vous allez nous préciser tout ça. Eh bien là, vous avez une sorte de raison d'une figure de retournement qui s'appelle une tête-épaule de sommet. D'accord. Qui comprend une tendance préalable, comme on l'observe ici sur le dessin. Et puis, à l'issue de cette tendance préalable, survient ce qui s'appelle un ralentissement de tendance, une zone de distribution, comme le stipulent les principes de Dow, à l'issue de laquelle il y a une rupture d'une ligne de coût qui déclenche en réalité la figure. Dans les figures de retournement, en tout cas pour 99% des cas, il y a d'abord une phase de ralentissement, donc une opinion dominante qui commence à s'effriter, avec des émotions positives qui se tarissent. Et puis, ce qui est très important dans une figure de retournement pour qu'elle se déclenche, c'est justement la rupture, par exemple, d'un niveau clé ou le déclenchement d'un signal particulier. Et c'est extrêmement important, c'est-à-dire qu'il ne faut pas anticiper la réalisation de cette figure de retournement. Il faut patienter jusqu'à ce qu'il y ait l'élément déclencheur. Une figure tête-épaule, c'est forcément avec deux épaules ? Ah oui.
Oui, c'est forcément deux épaules et une figure, et donc la ligne de cou qui est tracée entre les deux épaules. C'est ça, il y a l'épaule gauche, l'épaule droite, et au centre, ce qui s'appelle la tête. Bon, ce sont des éléments extrêmement qui peuvent paraître un peu désuets. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'analyse technique, ce n'est pas une science ou un art qui se pratique depuis quelques années, mais qui prend ses racines au début du XXe siècle. Alors, on a également une autre figure, tête-épaule, mais cette fois-ci sur un vrai graphique, puisque là, c'était la figure théorique, sur un graphique du CAC 40 en hebdomadaire. Et donc là, on voit effectivement cette figure, oui, effectivement, on la voit dessinée. On voit d'ailleurs marqué tête-épaule de sommet. Ouais. Tout à fait. Alors, il y a l'existence d'une tendance préalable, le bull market qu'on a connu entre 2002 et 2008, 2007 et demi, et puis survient la crise des subprimes, comme vous le savez. Et le CAC 40 évolue au-dessus d'une droite de tendance ascendante depuis un certain nombre d'années en rapport à ce bull market. Ici, nous sommes en présence d'un graphique en fréquence hebdomadaire, donc chaque petite bougie correspond à une semaine de cotation. Et on voit que cette structure de progression des cours se tarit, ralentit. On dit en analyse technique que le marché distribue. D'accord. Donc il y a une sorte d'effritement de la pensée dominante, cette pensée positive. Et puis, à un certain moment, il y a une rupture de la droite de tendance, qui est un premier signe précurseur d'un affaiblissement de la tendance, voire d'un retournement éventuel, et la rupture de la ligne de coût que vous pouvez observer à peu près au début de 2008, qui se réalise, très important dans une figure de retournement ou d'ailleurs de continuation, avec des volumes importants, un pic qui témoigne qu'à un moment donné, l'ensemble des acteurs du marché font à peu près la même chose, c'est-à-dire que là, dans le cas présent, ils vendent. Alors, si on doit essayer de comprendre d'autres figures de retournement, on peut peut-être essayer d'analyser ce que c'est qu'un rounding top ou rounding bottom. Qu'est-ce que c'est ça, David Furcage ? Alors ça, c'est une autre structure de retournement. Alors, il y a beaucoup de structures de retournement. Bien sûr, oui. C'est une structure de retournement dans lequel on observe effectivement une tendance préalable, haussière ou baissière. C'est très important de le rappeler. Et puis finalement, une sorte de forme, je dirais, logarithmique. Je ne sais pas si vous voyez la fonction logarithmique. Donc ça, bien sûr, oui. Voilà, la croissance décroît à la hausse ou à la baisse de manière très 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 lente, avant une reprise comme ça des cours ici dans le cas présent. Et effectivement là, il y a le franchissement d'un niveau qui peut donner un petit peu un signal d'achat dans le cas présent, donc du pétrole. Cependant, dans la plupart des rounding top ou bottom, il n'y a pas de niveau particulier avec un phénomène déclencheur. C'est vraiment un retournement très très lent. C'est la forme un peu levée finalement de la courbe, ou en tout cas de la tendance, qui va nous dire qu'on est dans un rounding top ou rounding bottom. Exactement. C'est un peu plus rare comme figure, mais ça survient parfois. C'est une figure qu'on qualifie de non impulsive. D'accord. Ça ne donne pas lieu normalement à une éjection des cours extrêmement rapide, comme on l'a vu précédemment dans le cas de la tête-épaule de sommet ou de creux. Et alors, est-ce qu'un V-top ou V-bottom, pour le coup, est une figure impulsive, à l'inverse du rounding top ou rounding bottom ? Alors, j'ai choisi cette figure aujourd'hui pour la rappeler parce qu'elle est très intéressante. C'est une figure qui est impulsive, comme vous le voyez. Il y a franchement, à l'issue de la phase de sommet, un retracement complet de la jambe de hausse qui est très, très agressif. Alors, le problème de cette figure, vous ne voyez pas, Nicolas, de quoi il s'agit ? C'est qu'il n'y a pas de signaux précurseurs. Oui, c'est ça, c'est qu'on le sait après coup. Après coup, on voit qu'éventuellement, le marché a complètement changé d'opinion, sans transition, comme on le voyait dans d'autres émissions. Bien sûr. Transition. Le marché change d'opinion de manière extrêmement rapide. Merci beaucoup David Furcage de nous avoir présenté 3 figures de retournement pour essayer de comprendre un petit peu la tendance sur les marchés financiers. Alors effectivement, c'est pas toujours annonciateur, parfois on le voit après coup. David Furcage, je rappelle que vous êtes président de iWave Capital. Merci beaucoup. Merci à vous également de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un autre numéro de Smart Invest. Smart Invest vous a été présenté par eToro, la force du trading social.